Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Ça y est, vous commencez à connaître le concept, hein, on est à plus de 60 épisodes maintenant de Comics Presso. Le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'une de mes lectures récentes, comics, évidemment. Vous m'avez reproché dans le dernier épisode de pas me voir boire mon café, voilà. Comme quoi c'était un peu mensonger. Bah voilà, je l'attaque avec vous, vous avez tout gagné. Aujourd'hui les amis, je vous parle de la nouvelle création de chez 404, hein. La dernière création, la première c'était Mundus, et qui était un véritable coup de cœur. Je vous invite à retrouver l'épisode des Comics Presso, hein, qu'on avait fait à Noël, où je vous parlais de Mundus. Là, aujourd'hui, je vous parle de Big Under. C'est écrit par Virgil Iscan, ou Iscan, désolé si je prononce mal, je ne connais pas le monsieur. Et puis Alex Nieto au dessin. Donc, comme j'ai dit, création à 404, hein, donc Déjà, évidemment, on va faire la classique quand on parle de 404. Regardez-moi ce bouquin, il est juste magnifique. Les dos ronds, les gars, il n'y a rien de mieux. En termes de beauté de l'objet et en termes de confort de lecture, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, c'est Big Under, c'est le tome 1. Voilà, ça va être important à préciser, vous allez voir que ça va suivre un peu toute cette critique sur Big Under, c'est qu'effectivement, c'est un tome 1 intitulé Catacombes. Et puis, de quoi ça nous parle ? Bah justement, Catacombes, c'est plutôt bien trouvé, puisqu'on va suivre un groupe d'enfants, hein, voilà, ces 4 personnages-là, plus un 5e ici, qui a disparu. Voilà. Donc on va suivre 4 enfants qui essayent de mener en fait une enquête sur une de leurs camarades qui a disparu mystérieusement. Et cette disparition, elle semble liée de près ou de loin aux catacombes de Paris, hein, puisque ça se passe donc à Paris, Cocorico. Donc on va être, c'est eux qui le disent, hein, dans une sorte de Stranger Things, dans le sens où effectivement on suit un groupe de gamins avec une disparition étrange, mystérieuse, hein, autour du surnaturel évidemment. Et donc toute cette enquête va nous mener aux catacombes de Paris, où il y a des petits éboulements un peu mystérieux. Je vous en dis pas beaucoup plus, de toute manière il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour ce tome 1. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du scénario ? Vous savez peut-être que je travaille avec des collégiens toute la journée, donc je crois connaître assez bien leur langage. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très très bien retranscrit là-dedans, parce que déjà, on passe pas par une phase de traduction, puisque je crois que l'auteur est français, ou en tout cas ça a été écrit en français. Et du coup, c'est assez impressionnant, parce que vraiment, les gamins parlent comme ça, littéralement. Il y a des frères à tout va, il y a toute la manière de parler, c'est exactement comme j'entends les gamins parler au collège, en fait. Donc, je trouvais ça très très impressionnant là-dessus. Évidemment, par contre, je vais vous faire le même constat que je me suis fait. C'est très proche de la réalité. Évidemment, c'est très agaçant aussi, parce qu'un gamin qui te parle pendant 10 minutes avec sa manière éclatée de parler, c'est très très frustrant, c'est très gênant. Et donc forcément, là, suivre un dialogue entre 2 gamins qui parlent comme ça dans le livre, la tête elle explose. Mais effectivement, c'est très fidèle. En plus de ça, je trouve que c'est des gamins et des gamines qui ont des revendications très proches de la génération Z que je côtoie, donc que ce soit à propos du patriarcat, à propos malheureusement des propos homophobes qu'on peut recevoir. Voilà. Encore il y a quelques jours, j'arrêtais une bagarre dans la cour de récréation entre un gamin qui se faisait insulter à cause de son homosexualité. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent évidemment tous les jours en France, et c'est très bien de le retrouver dans ce bouquin, et moi j'ai été particulièrement touché parce que je l'ai vraiment lu tout de suite après les événements que je vous décris dans ma propre vie, donc c'est vraiment génial. Là-dessus, c'est juste incroyable. Au-delà de ça, du coup, c'est vraiment un tome 1, donc c'est vraiment une intrigue qui se met en place petit à petit, d'accord ? On va pas avoir beaucoup d'action en fait dans le bouquin, d'action dans le sens de choses qui avancent. C'est beaucoup de mise en place, c'est beaucoup de caractérisation des personnages, et finalement c'est ce qui rattrape un peu l'ennui qu'on peut ressentir pendant le bouquin, parce qu'il y en a un petit peu. Honnêtement, au début, je me suis dit, waouh, mais c'est quand que ça commence en fait ? Mais de s'attacher aux personnages, pour moi, c'est le plus important quand je commence une œuvre, surtout une œuvre qui veut s'étendre sur plusieurs tomes. Donc je me suis attaché aux personnages, là ça y est, c'est fait. Maintenant, dans le tome 2, j'aimerais que l'histoire avance, parce que pour l'instant, effectivement, à part la mise en place de quelques éléments, dont certains éléments que je vais pas vous révéler, qui sont liés à ce personnage qu'on voit là, et que je trouve très intéressant, voilà, j'attends effectivement que ça avance un peu plus. Avant de parler des dessins, est-ce que je considère que c'est un bouquin qui est réservé à un public jeunesse, comme j'ai pu le voir sur certaines critiques là depuis quelques jours ?
pas du tout. Pour moi, c'est vendu en tant que tel. Les dessins, d'ailleurs, nous rappellent, je trouve, pas mal les dessins qu'on peut retrouver sur certains albums jeunesse. Pourtant, j'ai l'impression qu'on est un peu au-delà de ça et que c'est plutôt une sorte d'appel aux adultes à essayer de regarder un peu plus ce que fait la jeunesse, d'essayer de comprendre un peu plus ces revendications-là, d'essayer de faire confiance aussi parfois à la jeunesse qui peut avoir les clés de pas mal de choses en fait, et de pas mal de problèmes qu'on peut constater dans notre monde. Et là, je trouve que c'est un peu le propos de fond. Évidemment que la jeunesse va pouvoir s'identifier à ça, évidemment que ça reste bien dans la lignée de ce qu'on pourrait avoir comme un club des 5 par exemple à l'époque, etc. Évidemment que ça plaira à la jeunesse. Est-ce que c'est dédié à elle et uniquement à elle? Clairement pas, comme c'est souvent le cas, il y a un propos de fond qui est bien plus intéressant que la forme, et ça, je pense que ça sera développé dans le tome 2, voire 3, je sais pas combien sont prévus. Mais du coup, les dessins, parlons-en, parce que j'ai été un peu surpris par ces dessins. Les dessins de Big Under, donc c'est de Nieto. On a des dessins, donc, qu'on pourrait considérer comme assez minimalistes, surtout au niveau des visages. Et autant au début, j'étais très encouragé par les dessins pour continuer la lecture, parce que justement, pendant cette caractérisation des personnages, c'était assez cool, autant j'avais envie d'en voir un peu plus au fur et à mesure des pages, parce qu'on décrit un univers et une ville qui évidemment est passionnante, la ville de Paris, que ce soit ses monuments qui sont à la surface ou ses catacombes qui sont en dessous, j'avais envie d'en voir un peu plus, et je trouve qu'un peu comme le scénario, ils nous tiennent en haleine sur qu'est-ce qu'on va pouvoir nous montrer pendant le tome 2. Ben voilà, moi pour résumer, c'est donc grâce à ces personnages si réalistes et si attachants que j'ai pu tenir ce début d'ennui qu'on pourrait ressentir dans ce tome 1, mais que j'ai très hâte de voir approfondi dans le tome 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça si vous avez kiffé, ça fait toujours plaisir. Moi je vais finir mon espresso, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.